la sous-commission sur l'Afrique est ouverte. Cette audition a pour but d'examiner les développements consécutifs à la signature historique des accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je prends la parole pour une déclaration liminaire. Mon engagement en faveur de la paix entre le Rwanda et la RDC s'étend sur plus de 30 ans, depuis les suites immédiates du génocide rwandais de 1994. Nous avons même organisé des auditions ici même, car malheureusement, la communauté internationale a totalement failli à sa mission, en particulier Kofi Annan, alors chef de la sécurité. Il avait reçu la note du général Dallaire concernant la situation imminente au Rwanda, mais aucune mesure n'a été prise. Des témoins ont témoigné à ce sujet. Il s'agit donc d'une préoccupation de longue date. Ce sujet a suscité un consensus bipartisan et je suis heureux que cette audition ait lieu aujourd'hui. Nous œuvrons bien sûr à la mise en œuvre fidèle des accords de Washington pour la paix et la prospérité. Cet accord de paix, habilement et brillamment négocié, a marqué le début d'une nouvelle ère dans la région, une ère où la paix par la force est mise en œuvre pour mettre fin à un conflit long, sanglant et coûteux. Réunir les deux parties à la même table de négociation était en soi un événement historique. C'est la première fois dans l'histoire moderne que de tels progrès sont réalisés dans ce conflit. Les accords conclus garantiront des avantages extraordinaires s'ils sont fidèlement appliqués pour la RDC, pour le Rwanda et pour les États-Unis. S'assurer que toutes les parties respectent les engagements pris lors de la signature en décembre est non seulement dans l'intérêt national des États-Unis, mais surtout pour les millions de personnes qui souffrent de la guerre, pour les générations futures d'enfants congolais et rwandais, et pour la mémoire des 6 millions de morts de ce conflit qui dure depuis des décennies, un bilan humain à la fois effroyable et intolérable. Au cours des dernières années, j'ai présidé 11 auditions consacrées exclusivement à la crise politique et à la violence en RDC et au Rwanda. Malheureusement, chaque audition a révélé que la réponse de la communauté internationale et des États-Unis a été timide, voire indifférente, surtout face à une telle violence, une telle tragédie et de telles souffrances. Aujourd'hui, les choses changent et sous la direction du président Trump et de son cabinet, la réponse est forte, soutenue et, je crois, durable. Je pense que la signature des tribunaux de Washington, de manière aussi publique, à quelques rues de là, j'étais présent avec le président Mast et d'autres, confère une importance capitale aux engagements des dirigeants de la RDC et du Rwanda. Cette audition est un message de sérieux, et cette commission plénière, ainsi que le Congrès dans son ensemble, la Chambre et le Sénat, accordent une grande importance à ces engagements. Nous sommes engagés, nous voulons une mise en œuvre fidèle, c'est un appel aux deux parties, veuillez appliquer fidèlement cet accord. En décembre dernier, j'ai déclaré que j'avais hâte de travailler au processus de paix et de le suivre, et de veiller à ce que les dirigeants de la RDC et du Rwanda respectent les termes de l'accord. C'est pourquoi nous avons convoqué cette audience aujourd'hui. Des saboteurs continuent de faire obstacle au processus de paix, des belligérants qui agissent pour saper et discréditer les États-Unis, et surtout, ils se discréditent eux-mêmes. Quand on signe un accord, on s'engage sur son honneur et avec toute sa confiance. Il faut donc le respecter. Comme je l'ai dit précédemment, les avantages des accords de Washington sont extraordinaires et tout le monde y gagne lorsqu'ils sont mis en œuvre fidèlement. Les incitations sont clairement énoncées dans le cadre d'intégration économique régionale mandaté par la RDC et le Rwanda, qui élabore une feuille de route structurée pour l'intégration économique couvrant les chaînes d'approvisionnement en minéraux, les infrastructures, l'énergie, le tourisme et d'autres secteurs, afin de consolider la paix par une prospérité partagée et d'attirer les investissements. Quant à l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et chacun des gouvernements africains, la RDC et le Rwanda, séparément, ils s'appuient sur le cadre d'intégration économique régionale pour créer un cadre trilatéral plus large qui lie les réformes économiques, la gouvernance des minéraux critiques et la coopération en matière de sécurité aux intérêts stratégiques et aux engagements d'investissement des États-Unis. Cela inclut la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans l'industrie minière grâce à une transparence totale de la chaîne d'approvisionnement, grâce à une traçabilité rigoureuse et au respect des normes internationalement reconnues afin de garantir une exploitation minière et un approvisionnement responsable. Il est crucial que les accords de Washington comprennent un concept d'opération en 4 phases, approuvé par les deux parties et indispensable au retrait des troupes rwandaises, à condition toutefois que la RDC suive un calendrier coordonné pour éliminer la milice FDLR. Lors d'une audition de cette sous-commission le 5 mai 1998, j'ai noté que le gouvernement rwandais, dirigé par le FPR,
avait instrumentalisé la culpabilité de la communauté internationale pour se soustraire aux critiques concernant ses actions. La RDC et le fait que l'accueil des participants eût eu au génocide ait engendré des problèmes persistants dans ce pays. Des décennies plus tard, les causes profondes du conflit continuent de faire surface. La présence des FDLR et son idéologie génocidaire restent, à juste titre, la principale préoccupation de sécurité nationale du gouvernement rwandais dans l'est du Congo. Or, aujourd'hui, nous avons de bonnes raisons de croire que des zones connues des combattants des FDLR sont sous le contrôle du M23 et du Rwanda. Et je m'attends à être informé des mesures prises par le M23 et le Rwanda pour démobiliser ces acteurs. Il est insuffisant de dire que le M23 est un groupe indépendant ou qu'il n'est pas parti aux accords de Washington, alors qu'il existe un schéma clair de coordination entre Kigali et ce groupe. L'armée congolaise a également des problèmes avec les FDLR, notamment l'absence de politique claire de relocalisation et de désarmement des individus, qui devraient être considérés comme une menace pour les engagements congolais. En 2008, j'ai visité Goma. À l'époque, les casques bleus se livraient malheureusement à des actes odieux de viol sur de jeunes enfants. L'ambassadeur Swin était responsable de ce déploiement. J'ai tenu 4 auditions à ce sujet. Nous pensions avoir obtenu un accord, une politique des casques bleus de tolérance zéro. La mise en œuvre a été très lente. Quand les casques bleus ne protègent pas, qui reste-t-il? Et j'étais très en colère à ce sujet, comme tant d'autres, des deux côtés de l'échiquier politique, les dirigeants. Le sénateur Rubio a été très précis, et je lui en suis reconnaissant, concernant Hong Kong et les entreprises basées en Chine continentale, accusées de financer des groupes armés, dont le M23. Ces sanctions imposées par l'administration Trump incluent la société minière congolaise Dongyang, un intermédiaire accusé de s'approvisionner en minerais dans les zones de conflit et de les acheminer via des chaînes d'approvisionnement vers des raffineries chinoises. En 2023, j'ai présidé une audition et j'ai déclaré que, du cobalt aux voitures, toute la chaîne d'approvisionnement est bâtie sur la violence. Nous avons entendu plusieurs personnes parler de la mort d'enfants travaillant dans des mines artisanales et ailleurs. Ils étaient contraints. Le gouvernement chinois avait présenté un projet de loi pour tenter d'y mettre fin. Il n'a pas été adopté. Une partie a été adoptée par la Commission des voies et moyens, mais il n'a toujours pas abouti. Espérons que ce qui se passe actuellement éclipse tout besoin de ce genre, car cet accord est très complet. Nous devons rompre notre dépendance aux minéraux qui financent le Parti communiste chinois, comme je l'ai dit en 2023, et qui alimentent l'instabilité entretenue par le PCC. Les accords de Washington vont au-delà des minéraux. Il s'agit d'un événement capital visant à mettre fin aux souffrances liées à la guerre, et je me suis demandé en décembre 2012 si les problèmes interethniques en RDC et dans les pays voisins pouvaient enfin être résolus afin de parvenir à une paix durable. Permettez-moi également de souligner que, pendant les pires moments du génocide du Darfour, et cela se reproduit aujourd'hui, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi on ne portait pas attention au massacre en République démocratique du Congo. Mataflek est venu témoigner, ainsi que de nombreuses autres personnes, dont Tony Hall, dont l'équipe est présente ici, et qui témoignera lors de notre audition de suivi aujourd'hui. Tant de personnes ont pris la parole et ont demandé « Qu'en est-il de la République démocratique du Congo et du Rwanda ?» Je pense que les accords répondent à cette question de manière très pertinente. Encore une fois, Sarah, merci d'être ici et je vous présenterai officiellement dans un instant. Je cède la parole à Sarah Jacobs, notre distingué membre de la Commission. Merci, Monsieur le Président, d'avoir organisé cette audition très opportune et Madame la secrétaire adjointe Trumpman, merci de témoigner devant notre commission aujourd'hui. La République démocratique du Congo est confrontée à une crise humanitaire sans précédent, avec 7,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et plus de 7000 morts pour la seule année 2025. Plus de 26 millions de personnes souffrent d'une insécurité alimentaire aiguë, mettant leur vie en danger. Il s'agit de l'une des crises humanitaires les plus complexes et les plus anciennes au monde. Si la dernière escalade entre la RDC et le Rwanda a débuté en 2022, le conflit dans l'est de la RDC dure depuis au moins 3 décennies. Les civils sont les principales victimes de ce conflit, pris entre deux feux ou ciblés par des groupes armés. Les violences sexuelles liées à des motifs économiques ont atteint des proportions épidémiques dans l'est de la RDC. Les cas n'ont fait qu'augmenter cette année, tandis que l'impunité des auteurs, notamment le M23, et d'autres groupes armés et forces militaires persistent. Je salue donc l'attention de haut niveau que le président Trump porte à ce conflit, trop souvent ignoré et relégué au second plan. Mais ce conflit, et le peuple de la RDC, méritent une attention et un soutien soutenu de haut niveau, et non une préoccupation passagère qui tombe rapidement dans l'oubli. Je dirais même que les promesses et les déclarations du président, selon lesquelles il aurait déjà mis fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda,
sonne creux car nous ne constatons absolument ni paix ni stabilité sur le terrain. Je suis également préoccupé par le manque de consultation. L'exclusion de la société civile des communautés locales compromet le processus de paix avant même qu'il ne commence. 5 jours seulement après la signature des accords de Washington entre le président Tshisekedi et le président Kagame sous l'égide du président Trump, le M23, positionné aux côtés des Rwandais le long des lignes de front, a pris le contrôle de la ville stratégique d'Uvira, au sud Kivu. Bien que le M23 se soit partiellement retiré d'Uvira, nous n'avons toujours pas constaté le retrait complet à 75 km d'Uvira vers Kamnola, comme l'avaient exigé les États-Unis en décembre. Nous recevons désormais des informations faisant état d'attaques de représailles contre les Banyamulenge, une communauté Tutsi congolaise, et d'autres civils accusés de soutenir le M23 par les Wazalendo et d'autres groupes armés. Cela s'ajoute à près d'un an d'occupation de Goma et de Bukavu par le M23, 2 autres villes extrêmement importantes du Kivu, où les civils ont été victimes d'atrocités, d'exécutions et d'autres exactions. Les 2 parties ont pris des engagements qu'elles n'ont pas respectés. Le Rwanda continue manifestement de soutenir le M23 et de déployer ses propres forces, dont les effectifs sont estimés entre 5 000 et 7 000 soldats dans l'est du Congo, sans compter l'offensive récente à Uvira, en violation de la souveraineté de la RDC. L'armée congolaise, quant à elle, aurait poursuivi sa collaboration avec les forces démocratiques de libération du Rwanda, une milice fondée par les responsables du génocide rwandais de 1994, en violation des accords. Malgré les promesses faites il y a un mois par le secrétaire Rubio et l'ambassadeur Waltz, d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenir le Rwanda responsable et garantir le respect des promesses faites par le Rwanda. Au président, l'administration n'a toujours pas annoncé de nouvelles sanctions ni de mesures de responsabilisation à l'encontre du Rwanda ou du M23. Pour moi, c'est très clair. Le Rwanda doit cesser de soutenir le M23 et mettre fin à son occupation de la RDC afin que le peuple congolais puisse enfin s'engager sur la voie de la paix et non sur celle de la guerre. J'exhorte donc l'administration Trump à tenir ses promesses de tenir le Rwanda et les autres fauteurs de troubles responsables, et j'attends avec impatience d'entendre Mme Trautmann sur la manière dont le département compte prendre ces mesures. J'exhorte également l'administration à inclure concrètement la société civile dans le processus de paix afin d'obtenir une véritable adhésion des populations locales aux différents accords commerciaux en cours avec le gouvernement de la RDC et de garantir que les investissements bénéficient réellement au peuple congolais et non pas seulement aux entreprises étrangères et aux élites. Par ailleurs, j'exhorte une fois de plus le président Trump à nommer enfin des responsables de haut niveau pour diriger la politique africaine. 1 an après son entrée en fonction, le président n'a toujours pas nommé de secrétaire adjoint au Bureau des affaires africaines du département d'État. Nous en sommes maintenant à notre 3e haut fonctionnaire à ce poste. Non seulement il n'a pas nommé de directeur principal du Conseil de sécurité nationale pour l'Afrique, mais il a même fusionné la direction Afrique et la direction Moyen-Orient. Je comprends que le conseiller principal Boulos soit en charge de ce dossier, mais sa nomination n'a pas été confirmée par le Sénat, et il est également apparemment responsable de la réponse américaine au Soudan, en Libye et au Yémen. Je crains donc qu'il ne puisse consacrer le temps nécessaire au peuple congolais. J'exhorte également l'administration Trump à revenir sur ses coupes budgétaires désastreuses dans l'aide étrangère au pays. Plus tôt, cette année, le secrétaire Rubio a réduit de centaines de millions de dollars l'aide à la RDC dans le cadre de la prétendue révision de l'aide étrangère menée par le président Trump et du démantèlement progressif de l'USAID. Depuis ces coupes budgétaires, plus de 8200 personnes vivant en RDC et atteintes du VIH ont perdu l'accès à des traitements vitaux. L'année dernière, on a constaté une augmentation de 62% des décès dus au choléra. Et tandis que la violence sexuelle liée au conflit a explosé dans l'est du Congo, les réductions de l'aide étrangère ont diminué les services disponibles pour les survivantes, notamment les trousses de soins post-viol. En novembre dernier, le Programme alimentaire mondial a été contraint de réduire de moitié le nombre de personnes qu'il assistait en RDC, passant de 1 million à 600 000 personnes. Ces coupes étaient incompréhensibles à l'époque, et elles le sont encore aujourd'hui, alors que le président parle de la nécessité de la paix et de sauver des vies en RDC. Je voudrais croire que le programme de paix du président est sincère et qu'il aboutira à une paix véritable. Mais il est difficile d'y croire lorsqu'il a affaibli nos outils de politique étrangère et négligés, de consacrer le personnel de haut niveau et les ressources nécessaires pour rendre la paix non seulement possible, mais durable. Pendant ce temps, les Congolais n'ont pas connu la paix. Ils n'ont assisté qu'à une escalade de la violence au cours de l'année écoulée et ils n'ont plus de temps à perdre.
Il est urgent d'agir pour que le M23 et le Rwanda rendent des comptes pour leur occupation de la RDC et leur dernière offensive à Uvira. Il est urgent d'agir pour relancer le processus de paix et il est impératif que l'administration investisse dans ses propres institutions et outils pour que ce processus aboutisse. Le peuple congolais a trop longtemps enduré la violence, l'exploitation et les promesses de paix. Il est cruel de déclarer la guerre en RDC terminée alors que le M23 exécutait des gens pendant les fêtes. Il est temps que les États-Unis, de concert avec la communauté internationale, se réengagent dans ce processus de paix et fassent preuve de détermination à traduire en justice ceux qui sabotent la paix. J'attends donc avec intérêt les déclarations du sous-secrétaire d'État adjoint Trottmann concernant le plan du département d'État pour atteindre l'objectif du président, instaurer une paix véritable en RDC. Merci, Monsieur le Président Smith. Je vous cède la parole. Merci, Dr. Jackson. Attendez. Qui? Monsieur Trottmann. Vous? Qui? Monsieur Trottmann. Je sais. Permettez-moi de dire quelques mots. Oui. Vous êtes sûr? D'accord. Bien. Permettez-moi de vous présenter notre témoin de marque, une personne que nous connaissons très bien au sein de cette commission, Sarah Trottmann, qui occupe le poste de sous-secrétaire d'État adjointe au Bureau des Affaires africaines et coordonne les priorités politiques de l'administration dans les pays d'Afrique centrale. Elle arrive directement du Bureau des Affaires africaines où elle était conseillère principale. Auparavant, elle était directrice des relations gouvernementales de l'organisation One Campaign, où elle a œuvré pour une croissance économique durable dans les pays africains. Elle a également siégé à la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, assise juste au fond de la salle, pendant 5 ans sous la présidence de Michael McCall, plus récemment en tant que collaboratrice professionnelle, et elle a accompli un travail remarquable. Elle est titulaire d'une licence en histoire et en français et d'une maîtrise en violence, terrorisme et sécurité du Queen's College de Belfast en Irlande du Nord, une région qui a malheureusement elle-même connu une part disproportionnée de violence au cours des dernières décennies. Nous avons eu une réunion d'information hier avec M. Boulous, une réunion à huis clos dans le canot. Il a pris tout le temps nécessaire pour répondre à nos questions. Il a été très coopératif, tout comme vous, Sarah. Une grande partie de ce qui a été dit ne peut être reproduite ici, mais je crois que nous avons exhorté l'administration à prendre rapidement des sanctions contre certains individus qui commettent des atrocités et font capoter ce plan. Si tel est leur objectif, je pense que des sanctions seront prises. Alors, j'espère que vous pourrez les consigner officiellement. Vous savez, nous souhaitons vraiment que ce plan fonctionne, et il fonctionne lorsque les gens savent qu'une menace plane sur eux. Sarah, la parole est à vous. Monsieur le Président Smith, Monsieur le Vice-président Jacobs, Mesdames et Messieurs les membres de la sous-commission, je vous remercie de me donner l'occasion de témoigner des efforts déployés par les États-Unis pour promouvoir la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, efforts qui ont abouti à la signature des accords de Washington le 4 décembre 2025. En tant qu'ancien collaborateur de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, je tiens à exprimer mon profond honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, l'Est de la RDC est en proie aux conflits, à l'instabilité et aux souffrances humaines. Les défis auxquels la région est confrontée se sont heurtés à des solutions faciles, les cycles de violence compromettant le développement et menaçant la sécurité de millions de personnes. Les États-Unis reconnaissent depuis longtemps l'importance stratégique de la région des Grands Lacs, tant pour leurs propres intérêts que pour le bien-être des populations de la région. Le 4 décembre, à l'Institut Donald J. Trump pour la paix, le président Tshisekedi et le président Kagame ont signé les accords de Washington, une avancée historique qui représente le progrès le plus significatif vers la résolution de ce conflit depuis des décennies. Cette réussite témoigne de la force d'une diplomatie de haut niveau soutenue et de l'importance du leadership américain sur la scène internationale. Le président Trump est le président de la paix, et l'avancée historique réalisée grâce aux accords de Washington n'aurait pas été possible sans son leadership. Son engagement direct, sa vision et sa détermination à voir ce conflit résolu ont été essentiels pour amener les parties à la table des négociations et maintenir la dynamique tout au long du processus. Je tiens également à saluer le leadership du secrétaire Rubio et du conseiller principal Massad Bulos, dont les efforts inlassables ont été cruciaux pour forger un consensus et mener les négociations à une conclusion positive. Les avantages des accords de Washington sont considérables. Pour les peuples de la RDC et du Rwanda, ces accords offrent la voie d'une paix durable, d'une sécurité accrue et la possibilité de reconstruire des communautés dévastées par des décennies de violence. Pour les États-Unis,
Le président Trump a conçu les accords afin de promouvoir les intérêts américains en matière de stabilité régionale et de favoriser une croissance économique bénéfique tant aux Américains qu'à la région. Composante essentielle des objectifs de politique étrangère, l'Amérique d'abord de cette administration, les accords apportent des avantages directs et concrets au peuple américain. En stabilisant une région qui est une source majeure de minéraux critiques, notamment le cobalt et le coltan, essentiels au secteur manufacturier et de la défense américain, les accords contribuent à sécuriser les chaînes d'approvisionnement américaines et à réduire notre dépendance vis à vis de concurrents comme la Chine. L'accord de partenariat stratégique avec la RDC est un accord juridiquement contraignant, le premier du genre, qui crée les conditions d'investissement américain importants en RDC dans les minéraux critiques et les infrastructures stratégiques clés, et ouvre la voie à la coopération entre les États-Unis et la RDC sur le corridor Sakania-Lobito. Une région des Grands Lacs plus stable signifie moins de besoins d'intervention humanitaire et de missions de maintien de la paix coûteuses pour les États-Unis, ce qui nous permet de concentrer les ressources des contribuables sur les priorités nationales, tout en maintenant le leadership mondial des États-Unis et en sécurisant les chaînes d'approvisionnement. Pour la région, les accords de Washington représentent un nouveau chapitre. Les accords établissent des engagements clairs des deux parties à respecter l'intégrité territoriale, à cesser de soutenir les groupes armés et à coopérer en matière de sécurité des frontières et de développement économique. Les accords prévoient également un cadre solide de suivi et de mise en œuvre. Les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine jouent un rôle central dans la médiation et la supervision future. Nous savons que la paix est fragile et que notre travail ne s'arrête pas à la signature des accords. À mesure que nous avançons, nous restons concentrés sur le travail difficile de mise en œuvre. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires de l'Union africaine, des Nations unies, du Qatar et d'autres acteurs régionaux et internationaux pour garantir que les engagements se traduisent par des actions concrètes sur le terrain. Cela inclut le soutien aux pourparlers menés par le Qatar entre la RDC et le groupe armé M23, le renforcement de l'architecture de médiation de l'UA et la mobilisation de ressources pour le relèvement post-conflit, en partageant le fardeau avec nos partenaires. Nous veillerons à ce que les promesses faites à Washington soient tenues, que le processus de paix produise des résultats concrets afin que les populations de la région constatent des améliorations tangibles dans leur vie et que les conditions propices à une augmentation des investissements américains soient réunies. La responsabilité et la reddition de comptes sont essentielles à chaque étape et ceux qui menacent la paix seront tenus responsables. Comme l'a dit le secrétaire Rubio, nous prendrons des mesures pour garantir que les promesses faites au président soient tenues. En conclusion, je tiens à remercier la sous-commission pour l'attention qu'elle porte à cette question cruciale et pour son soutien à nos efforts dans la région des Grands Lacs. Les accords de Washington constituent une réalisation historique, mais ils sont aussi un appel à l'action. Grâce à un leadership et un partenariat continus, nous pouvons contribuer à bâtir un avenir de paix et de prospérité pour la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Merci. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre témoignage, mais surtout pour votre leadership au quotidien sur cette question cruciale. La MONUSCO a été reconduite avec un effectif de 11 000 soldats et personnels, et lorsque j'ai rencontré ces troupes par le passé, notamment lorsqu'elles faisaient malheureusement l'objet d'accusations graves, j'ai eu l'impression qu'elles ne quittaient pas souvent leur caserne pour tenter de désamorcer les hostilités. Je me demande si vous avez des suggestions sur la manière dont elles pourraient être plus efficaces. Sont-elles efficaces actuellement ? Il semble que des violences continuent de se produire de manière très concrète. Je me souviens avoir visité un centre de santé chrétien en RDC, près de Goma, où de nombreuses femmes qui avaient été victimes de viols collectifs horribles, utilisés comme arme de terreur, 00 30 16 07 à 00 30 46 15, intervenant 3, des vies brisées, retrouvaient espoir grâce à la foi et aux soins prodigués dans cet établissement. J'ai été émerveillé par la façon dont elles retrouvaient l'espoir, car je pouvais voir que certaines femmes qui arrivaient n'avaient plus aucun espoir, mais grâce à l'amour qui leur était témoigné. Il y a beaucoup de soutien, notamment de la part d'organisations religieuses, pour ces victimes, et je me demande ce que nous pourrions faire de plus pour les aider. Mais en ce qui concerne l'accord, et je l'ai dit il y a un instant, j'espère il faut qu'il y ait une intensification des efforts, ou simplement une affirmation claire de notre détermination. Je pense que personne ne peut douter de la sincérité du président à ce sujet. Il y tient vraiment. Vous avez tous accompli un travail formidable en élaborant toutes ces stratégies interconnectées. C'est un véritable engagement, un travail acharné, et vous l'avez accompli. Et lorsque l'une ou l'autre des parties, ou certaines d'entre elles,
ne respectent pas cet engagement, il ne faut pas blâmer la personne qui les a réunis et qui a rassemblé tout le monde dans cette pièce. Plusieurs salles, à plusieurs reprises, pour tenter de conclure un accord. J'espère donc qu'une véritable sanction sera infligée à ceux qui fomentent la fin de cet accord, en permettant au M23, par exemple, de commettre les atrocités qu'il a commises. Je me demande aussi, et je vous prie de bien vouloir le noter, si l'UA joue un rôle actif dans ce processus. Elle dispose de grandes capacités diplomatiques et l'ONU est également présente sur place de diverses manières, notamment avec des casques bleus. J'espère simplement que vous faites votre travail pour protéger les civils innocents. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces questions. Pour commencer par la MONUSCO, nous estimons que la MONUSCO est actuellement la seule force déployée dans l'Est de la RDC à avoir la capacité de soutenir les accords que nous avons signés. Nous comptons donc sur la MONUSCO pour fournir un soutien logistique aux mécanismes de surveillance du cessez-le-feu que nous mettons en place en coordination avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et son propre mécanisme. Nous discutons donc de la manière dont la MONUSCO peut être plus utile pour faire respecter les accords, et notamment l'accord cadre de Doha. Lors du renouvellement le plus récent de son mandat, nous avons été heureux de constater que le mandat de la MONUSCO l'autorise explicitement à soutenir ces accords. Le secrétaire Rubio a d'ailleurs financé la MONUSCO lors de la dernière allocation de fonds. Les États-Unis restent donc déterminés à soutenir la MONUSCO et à lui permettre de jouer un rôle plus efficace dans l'Est de la RDC. Cela dit, nous constatons d'importantes entraves aux capacités de la MONUSCO. Nous constatons que le M23 entrave les mouvements de la MONUSCO et sa capacité à protéger les civils. C'est un point sur lequel nous continuons d'insister. Nous souhaitons bien sûr que la MONUSCO soit plus efficace, notamment en matière de protection des civils. Nous continuerons donc à discuter du rôle de cette force. En ce qui concerne la mise en œuvre des accords, comme vous l'avez mentionné, nous avons la ferme intention de tenir responsables tous ceux qui entravent le processus de paix. Nous avons bien sûr apprécié l'implication personnelle du président Trump dans la signature des accords le 4 décembre. Le président est à juste titre fier des progrès que nous avons accomplis sous sa direction au cours de l'année écoulée pour mettre fin à ce conflit. Cela étant dit, nous savons que la paix est un processus complexe. Et le secrétaire Rubio a déclaré immédiatement après la signature que nous avions un accord et que cet accord devait maintenant être respecté. Il a donc mis l'accent sur la responsabilité des parties, comme vous l'avez dit, de respecter leurs engagements. Il a également déclaré que, comme dans tout conflit, il y aurait des hauts et des bas dans cette mise en œuvre. Mais il a clairement indiqué, et je tiens également à le préciser aujourd'hui, que nous maintiendrons le cap. Les États-Unis restent absolument déterminés à aller de l'avant dans le cadre des accords de Washington, considérés comme le meilleur moyen de résoudre ce conflit. Nous avons l'intention de maintenir toutes les options sur la table pour tenir les fauteurs de troubles responsables. Je tiens également à préciser que depuis le 4 décembre, nous avons malheureusement constaté une intensification de la violence dans l'est de la RDC. Nous avons vu le M23, avec le soutien des forces de défense rwandaises, comme l'a documenté et déclaré l'ambassadeur Waltz plus récemment à l'ONU. Nous avons vu cette offensive s'emparer de la ville stratégiquement importante du Vira, ce qui est extrêmement préoccupant pour nous. Et même si nous avons constaté un certain retrait du Vira, je tiens à préciser que ce mouvement est insuffisant. Nous avons clairement indiqué qu'un retrait plus important vers le nord, avec le retour des troupes rwandaises vers les frontières du Rwanda et le retrait du M23 beaucoup plus loin, au moins jusqu'à leurs anciennes positions, et leur réengagement dans le processus de Doha est nécessaire. Nous devons absolument constater ces mesures et toutes les actions que nous prendrons pour y remédier seront calibrées pour modifier les comportements. Nous avons donc toutes les options sur la table et au plus haut niveau, nous continuons de discuter des mesures que nous mettrons en œuvre pour modifier le comportement que nous observons. Enfin, concernant le rôle de l'Union africaine, nous sommes très reconnaissants à l'UA, en particulier au président de la commission de l'UA et à son équipe. Ils ont été excellents dans leur soutien au processus de Doha et au mécanisme de mise en œuvre des accords de Washington. L'UA est représentée au sein de notre comité conjoint de surveillance et de notre comité conjoint de coordination de la sécurité. Le JOC et le JSCM sont les principaux mécanismes de responsabilisation par lesquels nous supervisons le processus de Washington. Et l'UA y est présente et très active et nous apprécions sa contribution. Le président du Togo est également désigné comme médiateur de l'UA pour ce conflit. Nous apprécions la conférence qu'il a organisée le week-end dernier au Togo. Les États-Unis ont pu y participer comme beaucoup d'autres
Et lors de cette conférence, un résultat que nous espérions et que nous pensons avoir obtenu a été la mise en œuvre des actions des 5 anciens chefs d'État que l'UA a désignés pour contribuer à certains aspects de ce processus. L'un de ces aspects est l'engagement de la société civile. Je suis donc tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Nous entendons dire que l'engagement de la société civile est essentiel à une paix durable et nous espérons vraiment que l'UA pourra prendre ses responsabilités et jouer un rôle de premier plan à cet égard. Avant de céder la parole aux membres le plus anciens, nous avons nous aussi des obligations à remplir à la Chambre des représentants et au Sénat. Nous vous remercions pour ce que vous faites. Je sais que cela doit être terriblement angoissant de voir tout ce travail acharné mis en péril. Je pense. Vous savez, à la loi Magnitsky mondiale, devinez qui l'a promue? Moi. Elle est issue de la loi originale sur la démocratie en Biélorussie, que j'ai élaborée en 2004, alors que tous ces gens disaient « Oh, ne faites pas ça, ne sanctionnez pas Loukachenko ». Eh bien, nous l'avons fait. Cette loi a été signée par George W. Bush en 2004 et nous avons obtenu la libération de nombreux prisonniers et nous avons dit « Nous ne plaisantons pas. Vous ne pourrez pas faire des affaires ici. » Et c'est le fondement de toute la loi Magnitsky mondiale qui est issue de la loi sur la démocratie en Biélorussie. Et je vais m'efforcer d'élaborer une législation spécifique à chaque pays pour aider le président à obtenir le respect des engagements pris par ces pays, car il le fait déjà concernant ce à quoi ils ont consenti. Et, encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, lorsque vous signez un accord, vous engagez votre honneur, puis vous ne faites rien, ou vous fermez les yeux et vous laissez certaines choses se produire. Je parle des acteurs individuels dans les deux pays, en particulier le M23. Nous devons nous impliquer davantage, nous aussi en tant que Congrès, et je comprends l'initiative. Merci. Ayo. Merci, Monsieur le Président. Dash Travman, merci encore. Bien que j'apprécie l'attention que le président Trump porte à cette guerre, je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que la paix ne soit réellement instaurée dans l'Est du Congo. Même après la signature des accords de Washington le mois dernier, le M23 et les forces de défense rwandaises ont pris le contrôle d'Uvira lors de leur 3e offensive dans les Kivu en 2025. Ainsi, même si j'ai été heureux de voir les messages fermes du secrétaire Rubio et de l'ambassadeur Waltz à l'égard du Rwanda, notamment qu'ils utiliseront les outils à leur disposition pour tenir le Rwanda responsable, nous n'avons encore vu aucun de ces outils déployés près d'1 mois plus tard. Quelles mesures punitives, y compris des sanctions, les États-Unis sont-ils prêts à prendre contre le Rwanda et le M23 pour les contraindre à se retirer complètement à 75 km d'Uvira, comme l'ont demandé les États-Unis, et pour les tenir responsables de la violation des accords de Washington? Merci, monsieur le membre de la Commission, de me donner l'occasion d'aborder ce point. Comme je l'ai mentionné, nous maintenons toutes les options sur la table pour inciter à un changement de comportement et encourager le Rwanda à respecter ses obligations en vertu des accords de Washington. Nous continuons de croire que les accords de Washington sont viables et qu'une fois que nous serons revenus à une situation de conformité, nous pourrons poursuivre notre suivi de ce processus. Y a-t-il un calendrier précis pour la mise en œuvre de conséquences concrètes? Bien sûr. Nous continuons de discuter au plus haut niveau des conséquences qui pourraient être imposées. Je tiens à préciser que nous avons été très clairs sur le fait que cette question affecte tous les aspects de nos relations bilatérales. Nous serions beaucoup plus avancés dans la mise en œuvre de notre protocole d'accord économique bilatéral et d'autres accords et arrangements bilatéraux avec le Rwanda sans cette grave erreur de jugement. Nous continuerons donc à exercer des pressions par tous les moyens, d'accord, mais vous ne pouvez pas me donner de calendrier précis quant à la date à laquelle nous verrons des conséquences concrètes. Ces décisions ne relèvent pas de ma compétence, mais nous continuons d'en discuter. Très bien. Et comme vous le savez, les forces des FARDC et des Wazalendo sont entrées dans Uvira. Comment les États-Unis collaborent-ils avec le gouvernement congolais pour assurer le retour de l'administration civile dans la ville plutôt qu'une gouvernance militaire? Merci de votre attention à la situation à Uvira. Nous avons constaté que les forces des FARDC sont rentrées dans la ville et ont progressivement repris le contrôle. Avant tout, nous insistons sur la nécessité de protéger les civils et nous sommes très préoccupés par les dangers persistants auxquels les civils pourraient être confrontés. Nous l'avons donc clairement indiqué au gouvernement de la RDC et nous continuons de discuter avec lui des questions de gouvernance locale dans toutes les régions de l'Est de la RDC. D'accord, mais nous n'avons pas encore de calendrier précis pour le retour à une administration civile de la ville.
Comme nous évaluons encore la situation dans la ville, l'endroit où le M23 s'est effectivement retiré et le degré de contrôle des FARDC sur la ville, nous sommes toujours en discussion. Très bien. Mon bureau reçoit des informations faisant état d'objections et d'attaques de représailles contre les Bonia Malungais à Uvira, menées par les Wazalando et d'autres éléments armés non identifiés. Quelles mesures les États-Unis prennent-ils pour atténuer les risques pour la protection des civils dans les communautés touchées par le conflit à Uvira et dans ses environs? Merci pour cette question. Nous restons en contact étroit avec le gouvernement de la RDC et insistons sur l'importance de protéger les civils. Nous utilisons également les canaux de communication avec d'autres groupes, notamment les Wazalando, pour souligner que les représailles sont inacceptables dans ces communautés. Je pense que c'est le bon moment pour aborder également la question d'accès humanitaire. Malheureusement, nous constatons toujours des obstructions aux efforts humanitaires de la part de toutes les parties, ce qui nuit considérablement au reportage que nous sommes en mesure de réaliser sur la situation sur le terrain, et bien sûr, cela affecte l'aide que les communautés dans le besoin peuvent recevoir. C'est pourquoi nous continuons de faire pression sur toutes les parties pour qu'un accès humanitaire sans entrave soit possible dans ces zones. Très bien. Je voudrais maintenant aborder l'importance de la société civile. Je suis heureux que vous ayez reconnu son importance. Je me réjouis d'apprendre que l'Union africaine prévoit des consultations. Mais quelle est votre réponse aux critiques formulées par des personnalités de l'opposition congolaise et de la société civile, notamment le lauréat du prix Nobel Denis Mukwege, selon lesquelles le processus de paix soutenu par les États-Unis aurait en réalité récompensé le Rwanda par des promesses d'investissement américain pour son attaque contre la RDC? Merci. Nous continuons de dialoguer avec la société civile, en particulier au niveau de nos ambassades. Nos ambassades sont très impliquées auprès des groupes locaux, notamment dans l'élaboration du cadre d'intégration économique régionale. Elles ont consulté divers groupes pour développer cet aspect économique clé de ces accords. Nous comptons sur l'Union africaine pour jouer un rôle essentiel afin de placer la voix de la société civile au premier plan de la mise en œuvre. Nous savons que c'est crucial pour une paix durable et nous espérons sincèrement que ce sera l'un des objectifs que l'UA pourra atteindre. Je crois que c'est tout pour le moment. Bien. Je pense que la plupart des représentants de la société civile avec lesquels j'ai discuté contestent l'évaluation selon laquelle ils ont été impliqués dans ce processus. Je vous exhorte donc à rectifier cette situation, car les Congolais ont subi 3 décennies d'accords de paix infructueux, et je pense que ces organisations de la société civile sur le terrain savent ce qui est nécessaire pour instaurer une paix durable. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Dr Jackson. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir organisé cette audition aujourd'hui, et merci à notre témoin d'être présent. J'apprécie votre témoignage. J'ai eu le privilège de me rendre sur le continent africain à plusieurs reprises au sein de délégations du Congrès depuis mon entrée au Congrès, notamment récemment en RDC, au Rwanda, au Burundi et en Ouganda. Lors de ces visites, presque toutes mes conversations ont porté sur la sécurité et la croissance économique. Grâce au leadership du président Trump et du secrétaire Rubio, l'accord de Washington, fondé sur la paix et la prospérité, pose précisément les bases de cette croissance en RDC. Maintenant que l'accord est signé, sa mise en œuvre doit être menée avec discernement et avec l'adhésion de tous nos partenaires régionaux. La sécurité économique est essentielle à une paix durable, n'est-ce pas? Mais la sécurité économique ne peut exister sans un certain niveau de sécurité physique. En effet, les nations étrangères n'investiront pas dans une zone trop hostile et trop dangereuse pour y mener leurs activités. C'est donc un élément fondamental dans tout cela. Un plan que j'ai évoqué avec plusieurs chefs d'État de la région, notamment du Rwanda et de la RDC, prévoit la création d'un cadre économique régional permettant aux pays voisins de gérer séparément les segments de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques provenant de l'Est de la RDC. Je ne suggère pas que la RDC brade ses ressources. Elles lui appartiennent. Je propose plutôt que, si cette situation s'avère mutuellement avantageuse pour tous, car financièrement profitable à chacun, alors cela contribuera grandement à instaurer une paix durable. J'ai proposé à plusieurs reprises qu'un accord soit conclu entre les pays, non seulement le Rwanda et la RDC, mais aussi la RDC et le Burundi, la RDC et l'Ouganda, ainsi que certains de leurs voisins, afin que tous bénéficient des milliards, voire des dizaines de milliers de milliards de dollars de terres rares présentes dans l'Est de la RDC. Cette région est l'une des plus riches au monde, si ce n'est la plus riche en ce qui concerne certaines de ses ressources naturelles. Si ces ressources pouvaient être extraites en RDC, puis raffinées ou transformées dans les pays voisins, chacun aurait intérêt à préserver la paix dans la région. Un autre point crucial
et que j'ai particulièrement souligné, est que pour garantir la sécurité physique dont nous avons parlé, il est impératif que les ressources issues de cet accord, si celui-ci venait à se concrétiser et que la RDC et ses voisins engrangeaient une immense richesse, soient réinvesties dans le développement économique et les infrastructures de la population congolaise, il est essentiel que les habitants constatent une amélioration de leurs conditions de vie grâce à la transformation et à la vente de ces minéraux. Ce point sera déterminant. Nous avons parlé des atrocités. Oui, il y a eu des atrocités des deux côtés. J'ai lu les rapports des services de renseignement sur le M23, sur les Ouazalendo. Il y a eu des atrocités généralisées. Cela dure depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais je maintiens également que le M23 est un groupe de miliciens armés. Je ne pense pas qu'ils vont déposer les armes et se mettre à l'agriculture du jour au lendemain. Je pense qu'il faut un effort concerté de la part de la RDC pour intégrer les membres congolais du M23 dans le dispositif de sécurité nationale, que ce soit en leur permettant de faire partie de l'armée d'une manière ou d'une autre. J'en suis pas sûr, mais je pense qu'il faut aussi un plan pour cela. Ma question pour vous, rapidement, car il ne me reste plus beaucoup de temps, je suis désolé, mais que fait le département d'État actuellement? Comment travaille-t-il à la mise en œuvre du cadre que je viens de décrire concernant la sécurité économique et physique? Très bien. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le député, de m'avoir donné l'occasion d'aborder ce sujet. Le cadre régional que vous avez décrit est exactement conforme à ce que nous avons réalisé avec le cadre d'intégration économique régionale signé entre la RDC et le Rwanda. Cela a donc été une incitation importante à participer au processus de paix. Comme vous l'avez dit, la sécurité économique et la sécurité physique vont de pair et nous n'aurons pas d'investissement accru tant que nous n'aurons pas la paix. Nous sommes donc impatients d'aider la RDC et le Rwanda à mettre en œuvre le REF, le cadre d'intégration économique régionale, qui vise à renforcer la collaboration transfrontalière dans des secteurs tels que les minéraux critiques, l'énergie, les infrastructures, le tourisme et la santé publique. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre de ce cadre, surtout une fois que nous aurons progressé vers une réelle stabilité sur le terrain. Et j'apprécie votre remarque selon laquelle nous devrions envisager d'inclure l'Ouganda et le Burundi dans certaines initiatives liées à ce cadre. Je pense que nous espérons certainement atteindre ce stade et j'aimerais discuter plus en détail avec vous de ce à quoi cela pourrait ressembler afin de garantir que tous les pays de la région bénéficient de cet accord signé entre la RDC et le Rwanda. Si je pouvais aborder les commentaires que vous avez formulés concernant le M23 et les efforts de réintégration et de DDR, il s'agit d'un aspect crucial du processus de Doha et d'un sujet qui sera abordé lors des prochaines négociations. Nous soutenons donc pleinement les efforts du Qatar pour organiser ces discussions et les États-Unis continueront de fournir un soutien technique tout au long de ces négociations. Merci beaucoup et j'ai hâte d'avoir d'autres conversations avec vous et votre équipe sur la manière dont nous pouvons soutenir les investissements en RDC et dans la région. Merci. J'apprécie cela. Je sais que je simplifie beaucoup la situation. Ce conflit dure depuis des décennies. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra mettre de côté les divergences et trouver un moyen pour que le M23 se réintègre et pour que chacun, y compris les deux parties au conflit, puisse bénéficier des vastes richesses minérales de la région qui, je crois, constituent la solution à ce problème. Encore une fois, je vous remercie de votre temps. Sur ce, Monsieur le Président, je cède la parole. Le Président donne la parole au représentant de l'Illinois, M. Jackson. Merci, Président Smith. Depuis des décennies, la République démocratique du Congo, RDC, est prise dans un cycle de violence dû au conflit ethnique entre les acteurs gouvernementaux, divers groupes rebelles et des acteurs étrangers. Aujourd'hui, près de 15 millions de personnes en RDC ont besoin d'une assistance humanitaire et près de 27 millions de personnes seront confrontées à des niveaux de crise ou d'urgence d'insécurité alimentaire en 2026. En décembre, le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame ont officiellement signé l'accord de paix et le cadre économique négocié par les États-Unis. La durabilité de cet accord est discutable étant donné qu'il a privilégié les avantages économiques liés à l'extraction de minéraux essentiels au détriment de l'instauration d'une paix durable. Des acteurs clés touchés par le conflit ont été exclus, notamment la société civile locale et les femmes et les filles congolaises, et les acteurs et parties au conflit ayant une influence déstabilisatrice, tels que le mouvement du 23 mars, 9-3,
n'ont pas été impliqués. Au cours de l'année écoulée, l'administration a mis fin au programme de prévention et de résolution des conflits et des atrocités dans le pays, qui contribuait à améliorer les moyens de subsistance et à promouvoir la stabilité autour des minéraux stratégiques, ce qui a, en retour, sapé la stabilité et menacé le succès des efforts de paix menés par les États-Unis. Par ailleurs, la réorganisation du département d'État a entraîné la suppression de bureaux clés axés sur la prévention des conflits et des atrocités, tels que le Bureau des opérations de conflit et de stabilisation et le Bureau du secrétaire aux affaires mondiales des femmes. Pour s'attaquer efficacement et durablement aux causes profondes de la violence, face à l'instabilité en RDC, l'administration Trump doit soutenir des programmes et associer divers acteurs locaux, renforcer les capacités de prévention et de résolution des conflits, réagir aux atrocités et s'attaquer à l'impact disproportionné que ce conflit de longue date a sur les femmes et les filles. Par ailleurs, je tiens à souligner que l'administration Trump a tort d'éliminer les programmes relatifs à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, qui sont essentiels pour résoudre les conflits, instaurer la justice raciale et promouvoir les femmes à des postes de direction inclusifs. Je souhaiterais vous demander dans quelle mesure le Bureau des Affaires africaines a mis en œuvre des programmes de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans le pays, en complément de la récente action diplomatique concernant la RDC. Merci, Monsieur le représentant, pour cette question. Je tiens à préciser que nous menons de nombreux programmes d'assistance, principalement d'aide humanitaire vitale, en RDC. Le secrétaire Rubio a clairement indiqué que nous resterions le principal donateur d'aide humanitaire vitale au monde et que nous utiliserions l'aide étrangère pour soutenir nos priorités stratégiques. La RDC est clairement une priorité stratégique et le rétablissement de la stabilité et de la paix dans la région est une priorité pour le président Trump. Nous sommes donc déterminés à poursuivre ces programmes d'assistance. J'ajouterai que nous continuons à mettre en œuvre des programmes, notamment ceux qui offrent une protection et des services médicaux aux femmes et aux filles, ainsi que d'autres programmes axés sur la protection des populations vulnérables. Nous sommes parfaitement conscients que les femmes et les filles sont extrêmement menacées dans l'est de la RDC et nous poursuivrons nos efforts de protection. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle le plan de paix de la Banque américaine n'était pas inclusif, la société civile, y compris les organisations de femmes, n'ayant pas été associées aux discussions officielles? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'aborder ce point. Nous avons bien inclus la société civile dans les consultations, notamment dans le cadre du cadre d'intégration économique régionale, et nous souhaitons poursuivre ces échanges afin de déterminer comment mettre en œuvre ce cadre et encourager les investissements dans la région. Nous comptons sur l'Union africaine pour jouer un rôle plus important et donner la parole à la société civile afin de nous aider à mettre en œuvre ces accords. Nous sommes donc impatients de dialoguer avec ces groupes, en particulier en coordination avec l'UA. Pour conclure, je trouve assez curieux que le président des États-Unis impose davantage de restrictions aux pays africains, davantage d'obstacles à l'intégration de l'Afrique dans l'économie mondiale, créant ainsi de nouvelles barrières à la coopération entre nos pays. Je vous remercie infiniment pour votre coopération et votre participation. Je vous rends la parole, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Chetki. Merci au président Smith et à l'amende de rang Jacobs d'avoir organisé cette audition. Merci à notre témoin d'être présent. Juste un petit contexte pour les civils congolais vivant en RDC. Le véritable test des accords de Washington est assez simple. Il ne s'agit pas de savoir si le président déclare la paix, mais si la vie devient plus sûre, plus digne et plus économiquement stable dans les communautés locales. Aujourd'hui, plus de 70% des civils congolais vivent dans une extrême pauvreté. Plus de 1100 écoles et lieux d'apprentissage ont été endommagés ou transformés en abris et plus de 1,6 million d'enfants sont déscolarisés dans tout l'est de la RDC. Près de 25 millions de personnes sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. Et depuis le 1er décembre, au moins 500 000 personnes, dont plus de 100 000 enfants, ont été nouvellement déplacées au sud Kivu. Je souhaite donc me faire l'écho des questions et des préoccupations, car malgré ces chiffres alarmants, nous continuons d'entendre des dirigeants de la société civile congolaise qu'ils ont été mis à l'écart des négociations. Ce n'est donc pas une question spécifique, mais j'espère que, dans le cadre d'un suivi, Madame Trotland, vous pourrez nous en dire plus. Je sais que vous dites qu'ils sont impliqués. Je souhaite savoir précisément, dans le cadre d'un suivi, comment cette implication s'est déroulée et quels sont les plans pour la poursuivre. Mais j'apprécie votre engagement à cet égard. J'ai quelques questions que je souhaite aborder aujourd'hui
et qui repose sur la conviction que les politiques doivent être fondées sur les réalités vécues, les priorités et le leadership des communautés congolaises elles-mêmes. Sans cela, nous risquons de répéter la même approche descendante qui a échoué pour le peuple congolais pendant 3 décennies, quelle que soit la force du soutien diplomatique apparent depuis Washington. Ma première question porte donc sur une question minière locale. Nous savons que l'accord de partenariat stratégique comprend peu d'exigences en matière de transformation locale, de normes environnementales et de partage des revenus. Je suis curieux de savoir comment le département d'État va s'y prendre pour garantir que les richesses générées par ces ressources ou par les entreprises soutenues par les États-Unis contribuent réellement à stimuler la croissance économique locale. Merci beaucoup, monsieur le député, de me donner l'occasion d'aborder cette question. Nous tenons à préciser que l'accord de partenariat stratégique entre les États-Unis et la RDC est une grande victoire pour les Américains et pour les États-Unis. C'est également une grande victoire pour la RDC et le peuple congolais. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le président Tshisekedi et son gouvernement pour élaborer cet accord et nous sommes très enthousiastes quant aux implications qu'il aura pour l'avenir de la RDC. Nous sommes convaincus que, grâce à cet accord, davantage d'entreprises américaines auront accès à des opportunités d'investissement en RDC. Nous savons que les entreprises américaines appliquent les normes d'exploitation les plus élevées au monde, ce qui contribuera au transfert de compétences locales, à la création d'emplois locaux et au développement de nouvelles opportunités économiques dans toute la RDC. Et nous sommes impatients de voir ces résultats se concrétiser lors de la mise en œuvre de l'accord. L'accord comprend également des engagements de la RDC à réglementer et à formaliser le secteur minier, ce qui contribuera notamment à formaliser l'exploitation minière artisanale, à lutter contre l'exploitation et les abus des travailleurs locaux et à permettre au peuple congolais de bénéficier des revenus tirés de ces ressources. Prévoyez-vous de participer à ces discussions lors de l'élaboration de cette réglementation? Oui. Très bien. Deuxièmement, concernant les enfants soldats, nous savons que l'UNICEF rapporte que le recrutement et l'utilisation d'enfants par des groupes armés ont augmenté de 60% en 2024 par rapport à l'année précédente. De plus, le contrôle de vastes zones par des groupes armés dans les provinces de l'Est de la RDC a enraciné l'instabilité, exacerbant les souffrances des civils. Je souhaiterais savoir comment le gouvernement américain soutient les efforts menés par le pays et ses partenaires, notamment des agences telles que l'UNICEF, pour enrayer le recrutement d'enfants qui perpétuent ce conflit et offrir de meilleures perspectives à ces enfants. Quel programme actif le département a-t-il en RDC pour répondre aux besoins de ces enfants vulnérables? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'aborder cette question. Je dirais que nous continuons de soulever la question des enfants soldats au plus haut niveau de notre coopération avec le gouvernement de la RDC. Les réglementations relatives à l'utilisation d'enfants soldats empêchent évidemment une coopération significative en matière de sécurité avec les pays qui sont considérés comme étant confrontés à ce problème. Ainsi, en signant le protocole d'accord bilatéral de sécurité entre les États-Unis et la RDC, que nous avons établi le 4 décembre, nous avons clairement indiqué que, pour sa mise en œuvre, nous suivons évidemment la réglementation américaine et l'utilisation d'enfants soldats reste une source de grave préoccupation pour nous sur le territoire de la RDC. Nous continuerons donc à travailler sur cette question. En ce qui concerne les programmes d'aide actifs, je pourrais vous fournir des détails ultérieurement, mais nous avons des programmes qui visent à protéger les enfants dans les communautés vulnérables. Nous pensons donc que, en fournissant ces ressources, les enfants auront, nous l'espérons, des alternatives à l'intégration de ce type de groupe. Ce serait formidable. J'attends cela avec impatience. Merci pour votre temps. Sur ce, Monsieur le Président, je cède la parole. Je donne la parole à Madame Shirfilis McCormick. Merci Monsieur le Président et merci beaucoup Madame Trottmann d'être présente aujourd'hui pour répondre à nos questions. Mes électeurs ont exprimé leur souhait de renforcer la coopération avec l'Afrique, notamment en matière commerciale. Lorsque cet accord a été conclu, de nombreuses personnes se sont réjouies des opportunités qu'il offrait. La Floride est une porte d'entrée du commerce mondial, abritant d'importants ports et centres logistiques et reliant de plus en plus les marchés américains à l'Afrique. La stabilité entre la RDC et le Rwanda est essentielle pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement, l'exploitation minière responsable, l'approvisionnement en matières premières et un commerce bilatéral élargi qui profite aux travailleurs et aux entreprises américaines. Alors que le Congrès examine les accords de Washington du président Trump, il est important d'évaluer comment l'engagement des États-Unis peut renforcer les efforts de paix menés par les Africains, tout en soutenant l'intégration économique et la stabilité régionale à long terme. Comment les États-Unis collaborent-ils avec le Rwanda et la RDC pour faire progresser le commerce transfrontalier, les infrastructures
et les chaînes d'approvisionnement en matières premières de manière à soutenir la paix et à générer des avantages économiques mesurables? Merci beaucoup, Madame la députée, de me donner l'occasion de répondre à cette question. Les États-Unis sont prêts à aider la RDC et le Rwanda à mettre en œuvre le cadre d'intégration économique régionale que j'ai mentionné. L'objectif de ce cadre est d'encourager la paix et la stabilité en offrant à la RDC et au Rwanda des opportunités de coopération sur des projets transfrontaliers. Nous encourageons vivement les entreprises américaines à investir dans ces projets et nous espérons mettre en lumière certaines initiatives auxquelles elles pourraient souhaiter participer au cours de l'année. Nous espérons également pouvoir attirer des financements, notamment grâce à des outils comme la DFC et l'Exim, pour soutenir des projets de ce type qui renforceront la stabilité et apporteront de réelles opportunités économiques à la région. Je tiens à souligner que nous continuons d'insister sur l'importance de la paix et de la stabilité. Il est essentiel que la RDC et le Rwanda puissent pleinement tirer parti du cadre d'intégration économique régionale. Nous sommes donc impatients de soutenir et de promouvoir ces opportunités, mais le respect de l'accord de paix est une condition préalable. Avez-vous prévu des mesures incitatives spécifiques, comme des mécanismes pour encourager les entreprises à investir? Bien sûr. Nous nous engageons à mettre en lumière les opportunités offertes par les pays de la région des Grands Lacs et à attirer le soutien et les investissements américains. Cela pourrait inclure l'organisation d'événements à Washington pour mettre en relation les entreprises américaines et promouvoir ces opportunités auprès de la DFC et d'Exim, nos outils de financement, et les mettre en contact avec les représentants des gouvernements hôtes. Nous poursuivrons nos efforts en ce sens tout au long de l'année. Je serai ravi de recevoir vos recommandations d'entreprise basées dans votre circonscription. Quel est, selon vous, un calendrier réaliste pour la concrétisation de ces projets? Nous espérons constater des progrès cette année. La mise en œuvre de l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC est déjà bien avancée. Nous espérons tenir prochainement la première réunion du comité directeur conjoint, au cours de laquelle nous aborderons les opportunités d'investissement, notamment en RDC, pour les entreprises américaines. Nous souhaitons également organiser un événement réunissant entreprises et gouvernements, afin de discuter des opportunités offertes par le cadre d'intégration économique régionale. Nous espérons donc constater des progrès cette année. Formidable. Et quel a été le rôle de l'Union africaine dans les pourparlers qui se sont déroulés au Togo? Quels résultats concrets a-t-elle obtenu? Bien sûr. Nous sommes très reconnaissants de l'engagement de l'Union africaine à soutenir le processus de paix. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants de son soutien explicite aux accords de Washington et à l'accord cadre du département des affaires humanitaires de la RDC. Son soutien à ces deux processus est absolument crucial. L'UA a mandaté 5 anciens chefs d'État pour piloter certains aspects du processus de paix. Comme je l'ai mentionné, nous espérons que cette conférence a renforcé leur mandat afin qu'ils puissent intensifier leurs efforts pour intégrer davantage la société civile, mettre en avant les enjeux humanitaires, contribuer à un dialogue interconfessionnel national, etc. Nous espérons donc vivement que leur mandat sera renforcé au cours de l'année. Ma dernière question: étant donné notre engagement indéfectible envers la réussite de cet accord, il est primordial que le Rwanda et la RDC prospèrent, mais aussi que nos entreprises puissent s'y implanter et y être productives. De quoi avez-vous besoin de la part du Congrès pour vous fournir le cadre nécessaire à cette réussite? Merci beaucoup pour votre soutien. Nous sommes ouverts à vos idées et à vos suggestions concernant les entreprises susceptibles d'investir dans ce cadre. Vos commentaires sont les bienvenus. De plus, nous espérons organiser des événements à Washington et nous serions ravis de votre participation. Je resterai en contact avec votre équipe concernant les opportunités futures. Organisez-vous uniquement des événements à Washington. Si vous pouviez venir en Floride, nous avons un climat idéal pour cela. Si nous pouvions vous convaincre, ce serait formidable. San Diego est également très agréable. Mais nous serions ravis d'accueillir des événements en Floride. Nous organisons régulièrement des événements pour développer nos activités en Afrique, et cela rencontre un vif succès. Nous serions ravis de contribuer à soutenir et à faire avancer cette initiative. Merci beaucoup d'être présent. Quelques questions supplémentaires et je cède la parole à mon collègue le plus ancien. Et je crois que le Dr Jackson avait une ou deux questions. J'ai lu les 2 déclarations soumises par les pays respectifs. Elles sont excellentes et très complètes. Dès le départ, les 2 pays ont tenu à exprimer leur profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique et au président Donald Trump pour avoir facilité l'accord de paix et de prospérité du 25 décembre. Pour la première fois de l'histoire, écrivent-ils,
Un président américain s'est personnellement impliqué pour mettre fin à l'agression soutenue par le Rwanda dans la guerre dans l'est de la RDC. Sans objection, cette déclaration complète sera consignée au procès-verbal. Les Rwandais, par l'intermédiaire de leur distingué ambassadeur, écrivent ensuite « Le Rwanda exprime sa profonde gratitude au président Trump et à son administration pour avoir fait du processus de paix rwandais une priorité et souligne que les accords représentent un progrès significatif vers une stabilité, une sécurité et une prospérité durable dans la région des Grands Lacs. » Il remercie tous ceux qui, du secrétaire Rubio au président Trump, Vance, Massoud Boulis et d'autres, ont rendu cela possible, encore une fois, de belles déclarations pour la plupart. Ils demandent simplement qu'ils les mettent en œuvre, qu'ils tiennent parole. Permettez-moi de vous poser une question. Les groupes religieux que je rencontre régulièrement, des deux pays, Senko, je les rencontre depuis des décennies, il y a beaucoup de fois dans chacun de ces pays des gens qui croient vraiment en Dieu et qui croient au pouvoir du pardon, de la miséricorde et de la réconciliation. Peut être surtout la réconciliation, car c'est ce dont on a le plus besoin. Je me demande dans quelle mesure nous collaborons avec eux pour inciter les groupes religieux à faire davantage. Je me souviens avoir rencontré à plusieurs reprises Rick Warren de l'église Saddleback, qui entretenait une relation personnelle très étroite avec Kagame. Jim Inhofe, le sénateur, avait une relation très... Il me racontait comment il priait avec le président Kagame. J'étais pas toujours d'accord, mais je lui disais, la paix, dites-lui simplement qu'il y a encore beaucoup à faire. La responsabilité incombe à lui et à l'autre président, Takeshi, de faire davantage. Je me demande si d'autres, le sénateur Rounds, je sais qu'il entretient une relation solide avec Paul Kagame. Je pense que plus il y aura de personnes qui soulèveront la question, plus ils écouteront, peut être qu'ils écouteront notre sous-commission, peut être pas, peut être qu'ils m'écouteront ou qu'ils écouteront mon ami Madame Jacobs, mais nous n'allons pas abandonner. Et ils n'abandonneront pas non plus. Ils pourraient avoir une influence particulière en disant « mettons fin aux hostilités et aux atrocités ». Et cela pourrait arriver. Je ne saurais trop vous remercier pour votre leadership. Et encore une fois, le président, comme indiqué dans cette déclaration avec le New York Congo, premier président, je me souviens m'être disputé à plusieurs reprises avec l'administration Clinton sur la façon dont ils avaient manqué le coche sur les atrocités commises pendant le génocide. Et même après que tout soit soi-disant terminé, il y avait des gens qui poursuivaient d'autres personnes dans la brousse pour les tuer. Nous avons eu de très bons témoins qui sont venus nous raconter, par exemple, ce que faisait Refugees International. Ce n'est pas fini. Ils traquent encore des gens. Pourquoi Washington tourne-t-il la page? Je ne pense pas que la page sera tournée tant qu'il n'y aura pas la paix. Et ensuite, nous devrons maintenir cette paix et cette prospérité du mieux que nous pourrons. Je me demande, nous savons que les deux parties s'accordent à dire que les FDLR sont un problème qui profite du statu quo. Peut-être pourriez-vous en parler. Encore une fois, je ne saurais trop insister sur l'importance de la communauté religieuse. Je me souviens avoir eu des réunions à plusieurs reprises au Soudan du Sud avec le président au sujet de son exclusion de l'Église, et ils avaient toutes sortes d'idées sur la manière de promouvoir la paix et la réconciliation, et ils entretenaient des relations distantes avec Salva Kiir. Il en était de même pour lui. J'ai dit, s'il vous plaît, Monsieur le Président, vous avez ici un atout inestimable en la personne de la communauté religieuse. Ils aiment les gens, même ceux qui les persécutent. Pourquoi ne pas utiliser leurs bons offices? J'espère que cela est fait de manière très énergique. Impliquez-les davantage. Je sais que vous le faites déjà, mais tout effort supplémentaire serait le bienvenu. Incitez davantage de nos membres du Congrès qui entretiennent des relations personnelles avec des personnalités comme Kagame à agir davantage. Si vous pouviez aborder ce point, je céderai ensuite la parole à mon collègue le plus ancien et au Dr Jackson. Merci, Monsieur le Président, je pense que vous avez tout à fait raison. Nous apprécions grandement vos efforts et ceux de tous ceux qui ont des contacts avec les représentants de la RDC et du Rwanda pour qu'ils réitèrent l'appel à la mise en œuvre des accords de Washington. C'est la chose la plus importante que nous puissions faire. Continuez à attirer l'attention sur les promesses faites au président Trump et insister sur l'importance de leur mise en œuvre. Je voudrais aborder votre point concernant les groupes religieux. Nous reconnaissons et apprécions bien sûr le rôle important que jouent les organisations religieuses en RDC et au Rwanda. Je pense qu'elles joueront un rôle très important dans les prochains dialogues nationaux. Nous espérons sincèrement que grâce aux efforts de l'Union africaine notamment, leurs voix pourront être prises en compte ainsi que celle de la société civile et de l'opposition politique, afin de créer un véritable dialogue où nous pourrons discuter des problèmes de gouvernance que nous espérons résoudre
en particulier dans l'est de la RDC. Les questions de gouvernance seront évidemment également abordées dans le cadre du processus de Doha lors des futures négociations. Je dirais également que les groupes religieux sont très importants dans la mise en œuvre de notre aide étrangère. Nous travaillons évidemment en étroite collaboration avec plusieurs groupes en RDC et apprécions vraiment leur soutien alors que nous continuons à fournir cette aide vitale. Je voudrais également aborder votre point concernant les FDLR. Les FDLR représentent une menace légitime. Nous ne le nions certainement pas. On ne peut pas leur permettre d'opérer dans l'est de la RDC. Nous insistons donc auprès du gouvernement de la RDC sur le fait que la neutralisation des FDLR, comme il s'y est engagé en vertu de ces accords, est absolument essentielle et nous souhaitons voir davantage de mesures prises à cette fin. Or, bien que les FDLR représentent une menace légitime, nous ne considérons pas l'avancée du MVIN-3, soutenue par les RDF, comme visant réellement à neutraliser les FDLR. Cette avancée a dépassé les zones où une telle confrontation serait justifiée. Par conséquent, tout en reconnaissant l'importance de neutraliser les FDLR, nous devons souligner qu'il s'agit davantage d'une question de non-respect par la RDC de ses obligations au titre de l'accord. Mais cette récente avancée, avec l'implication des RDF, constitue une violation des obligations du Rwanda. Il y a donc une différence dans la manière dont nous traitons ces deux questions. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire. Madame Jacobs, merci. Je comprends que la société civile ait été consultée sur le plan de paix, mais je pense qu'il est vraiment important qu'elle soit effectivement incluse dans les processus de paix eux-mêmes, et ce, d'autant plus que les États-Unis concluent des accords dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique. Le plan de paix seul ne suffit pas. Je voudrais maintenant aborder la crise humanitaire. Fin décembre, l'administration Trump a annoncé un engagement de 2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, pour des opérations humanitaires dans 17 pays touchés par des crises, dont la RDC. Madame Trautmann, compte tenu de la crise en RDC et de l'attention que le président Trump porte au conflit, quelle part de ce financement de l'OCHA sera utilisée en RDC? Merci de me donner l'occasion de discuter du mécanisme de l'OCHA. Nous sommes très enthousiastes à l'égard de cette nouvelle approche innovante en matière d'aide étrangère. Nous pensons que, grâce au mécanisme de l'OCHA, nous serons en mesure de réagir plus rapidement aux crises qui surviennent dans le monde et d'être plus stratégiques dans la manière dont nous engageons l'aide étrangère par le biais des mécanismes de financement mutualisés. Bien que nous ayons constaté l'engagement de haut niveau du gouvernement américain envers l'OCHA, je ne sais pas si des niveaux spécifiques par pays ont été fixés. Je me réjouis donc de rester en contact avec votre équipe à ce sujet dès que nous aurons plus de précisions. D'accord. Et compte tenu de l'ampleur des besoins en RDC et dans d'autres pays, l'administration prévoit-elle de verser des contributions supplémentaires cette année? Je dirais que la RDC reste certainement une priorité stratégique pour l'aide américaine. Nous restons déterminés à soutenir les populations dans le besoin et comprenons que cela sous-tend nos priorités économiques et de sécurité. Nous restons donc résolument engagés à fournir une assistance en RDC. D'accord. Je suppose que vous me direz que vous ne disposez pas actuellement des détails permettant de partager les informations sur les programmes humanitaires spécifiques, y compris les niveaux de financement, actuellement en cours dans l'est de la RDC. Je dirais qu'au cours de l'année écoulée, nous avons fourni 191 millions de dollars d'aide vitale en RDC. Cette contribution fait des États-Unis le principal contributeur. Les États-Unis contribuent à hauteur de 30% de la réponse humanitaire en RDC, selon ces chiffres. Alors, pouvez-vous nous transmettre les programmes spécifiques et les montants en dollars? Nous pouvons vous fournir plus d'informations à ce sujet. Merci. Merci. Je voulais également aborder la question du maintien de la paix. Je sais que le président Smith a posé quelques questions, mais comme vous le savez, l'administration Trump a réduit de près de 50% le financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour l'exercice 2025 dans le cadre de 2 paquets de réduction budgétaire. En raison de ces déficits de financement, l'ONU a été contrainte de réduire de 25% les effectifs de toutes les missions des Nations Unies, y compris la MONUSCO. Le projet de loi de financement pour l'exercice 2026, récemment adopté par la Chambre des représentants, rétablirait le financement des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Compte tenu de l'importance de la MONUSCO pour la stabilité dans l'est de la RDC, l'administration s'engage-t-elle à fournir un financement complet à la mission? Merci beaucoup de me donner l'occasion d'aborder le financement de la MONUSCO. Comme je l'ai mentionné, le secrétaire a fourni un financement à la MONUSCO cette année et nous souhaitons poursuivre dans cette voie. Un financement complet
Nous avons rempli l'obligation des États-Unis, je crois, l'année dernière, et nous restons certainement déterminés à évaluer la mission. Comme je l'ai mentionné, nous sommes très heureux que son nouveau mandat apporte un soutien spécifique aux accords de Washington, et nous souhaitons soutenir la mission afin qu'elle soit plus ciblée et stratégique dans la réalisation de cet objectif. Et vous engagez-vous à faire en sorte que la MONUSCO ne soit pas contrainte de continuer à fonctionner avec des capacités considérablement réduites? 01 6 11 22 à 01 6 21 02. Intervenant 5, nous restons certainement déterminés à faire en sorte que la MONUSCO puisse s'acquitter correctement de son mandat. Nous sommes évidemment très préoccupés par les contraintes auxquelles elle est confrontée en termes d'accès. Même si elle disposait de tous ses effectifs, l'obstruction que nous constatons est vraiment inacceptable. Par conséquent, bien que nous soutenions son mandat, nous reconnaissons qu'elle n'a pas été en mesure de le remplir. Nous sommes donc en train de déterminer comment nous pouvons le mieux soutenir stratégiquement la MONUSCO dans l'accomplissement de son mandat. De la manière qui nous semble la plus appropriée. Merci, Monsieur le Président. Merci. Et je voulais juste ajouter une dernière remarque qui me semble importante. Je pense que le grand gagnant dans toute cette affaire, l'entité qui en sort renforcée, c'est la Chine. Et je crois que ce phénomène se produit partout dans le monde, et notamment en Afrique, où la Chine prospère dans un environnement caractérisé par l'insécurité et une corruption généralisée. C'est, je pense, la situation qui prévaut dans l'Est de la RDC depuis au moins plusieurs décennies. Or, je crois que la Chine en a profité et je pense qu'elle a exploité la population de la RDC. Je voulais simplement savoir si nous sommes en contact actif avec le président Shakesh Shetty et d'autres responsables gouvernementaux à Kinshasa concernant les problèmes liés aux Chinois. Et je qualifierais cela, je l'ai noté ici, de corruption stratégique, car ils encouragent cette instabilité afin d'empêcher les investissements occidentaux de leurs concurrents dans ces régions. Il est donc nécessaire de surmonter ces obstacles. J'ai parlé à certaines entreprises américaines présentes en RDC qui ont été confrontées à ces problèmes, notamment des contraintes réglementaires et une fiscalité excessive et déraisonnable. Une partie de ces difficultés était liée aux relations avec les Chinois et le gouvernement de Kinshasa, dans le but de les éliminer de la concurrence. Je pense que beaucoup de mes collègues ici présents ont demandé comment inciter certains pays occidentaux, les États-Unis et certains de nos alliés à investir en RDC et à devenir de bons partenaires commerciaux. Je pense que tant que nous n'aurons pas résolu ces problèmes, il sera extrêmement difficile d'y parvenir. Avons-nous eu des conversations à ce sujet? Absolument. Merci, monsieur le député, de me donner l'occasion d'approfondir un peu plus l'accord de partenariat stratégique que les États-Unis ont conclu avec la RDC, car il aborde toutes ces questions. Nous savons que les entreprises chinoises détiennent la grande majorité des actifs miniers stratégiques en RDC, notamment les gisements de cuivre et de cobalt. Ces ressources sont essentielles à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement américaine et particulièrement importantes pour nos efforts visant à dominer les technologies émergentes et à approvisionner la base industrielle de défense. Une partie de l'accord de partenariat stratégique avec la RDC vise à garantir aux entreprises américaines un accès préférentiel aux actifs stratégiques en RDC, que nous désignerons en collaboration avec la RDC. L'objectif est de permettre aux entreprises américaines de s'implanter, d'empêcher les entreprises chinoises de s'emparer de davantage de ces actifs et de garantir que la production soit acheminée vers les États-Unis afin de réduire notre dépendance aux minéraux raffinés provenant de Chine. Cet accord vise donc à réaffirmer la domination américaine dans le secteur des minéraux stratégiques, tout en veillant à ce que la RDC puisse tirer profit de ces ressources, car, comme vous l'avez dit, les entreprises chinoises appliquent souvent les normes les plus basses. Ils exploitent le système, ils exploitent la corruption, et nous ne voulons absolument pas voir cela. C'est préjudiciable aux entreprises américaines qui souhaitent investir, c'est préjudiciable à la population de la RDC. Nous sommes donc impatients de mettre en œuvre cet accord afin de consolider les opportunités pour les entreprises américaines en RDC et dans ces chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, et également de veiller à ce que l'influence de la Chine soit réduite. Sur la question de la corruption, l'accord de partenariat stratégique aborde également les questions réglementaires en veillant à ce que le secteur minier de la RDC soit assaini afin que les entreprises américaines puissent investir en toute confiance et que les réglementations soient plus faciles à comprendre. Tout cela vise précisément le problème que vous avez soulevé et qui nous préoccupe beaucoup, l'omniprésence des entreprises chinoises en RDC. Eh bien, merci. Et lorsque je me rends en Afrique,
ou n'importe où dans le monde d'ailleurs, car la Chine, avec son programme des nouvelles routes de la soie, est présente partout. Je tiens à souligner à tous que les États-Unis sont un bien meilleur partenaire que les Chinois. Nous sommes là pour... Si nous concluons des accords concernant les ressources naturelles, nous les payons, et nous les payons au juste prix. Nous ne volons pas ces pays de leurs ressources naturelles, ce que font, à mon avis, les Chinois. Mais je pense que, comme je l'ai dit précédemment, une fois que nous aurons commencé à investir, cet argent doit rester dans l'Est de la RDC. La grande majorité de cet argent doit y rester. Les personnes qui y vivent et y travaillent, ou qui souhaiteraient y travailler, doivent voir les infrastructures se développer et constater une amélioration de leurs conditions de vie. Sinon, honnêtement, cela ne durera pas. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Juste un bref commentaire sur ce point, puis nous conclurons l'audience. J'ai participé à 5 auditions sur la question du cobalt, provenant de cette région. De nombreuses personnes y ont pris part, et Ed Royce, mon ami et collègue, s'est montré très actif pour sensibiliser l'opinion publique à ce problème. Le travail des enfants, environ 35 000 enfants sont forcés de travailler dans ces mines, ils meurent ou tombent gravement malades, et environ 200 000 adultes sont soumis à des contraintes très fortes imposées par le Parti communiste chinois qui contrôle ces mines. Et où va ce cobalt? Il va au Xinjiang. Je préside la commission sur la Chine. Nous y avons également tenu des auditions. Le Xinjiang, où les Ouïghours sont si horriblement réprimés et opprimés, et ensuite, ce cobalt arrive ici. Si nous devons utiliser des voitures qui fonctionnent au cobalt, soit, mais pas au prix de l'exploitation des enfants et du travail forcé. C'est pourquoi notre projet de loi, qui, je l'espère, deviendra caduc grâce à cet accord, établirait une présomption réfutable selon laquelle tout produit provenant de la RDC et destiné à la Chine est entaché de travail forcé et de travail des enfants et est donc inadmissible aux États-Unis. Une partie importante de ce projet de loi a déjà été adoptée par la Commission des voies et moyens. Mais si tout cela échoue, nous serons contraints d'y revenir. Nous avons également intégré une stratégie dans ce projet de loi, car nous souhaitons que le peuple de la RDC profite des richesses de son pays et en tire profit, et non le Parti communiste chinois qui les utilise pour renforcer ses capacités militaires et opprimer peu, être Taïwan ensuite, certainement Hong Kong, et son propre peuple. Il est donc crucial que cela aboutisse. Encore une fois, nous voulons que le peuple de la RDC en bénéficie, que ce soit avec un pays africain ami ou une autre véritable démocratie. C'est là que le traitement doit avoir lieu avec des garanties qui protègent non seulement les mineurs, mais aussi ceux qui transforment les minerais par la suite. Ce n'est pas le cas avec la Chine. Cela n'existe tout simplement pas sous une dictature. Je vous remercie. Je tiens à remercier mon ami et collègue d'avoir soulevé ces questions importantes. Je tiens également à remercier la secrétaire Troutman pour son témoignage précieux, pour ses réponses très claires et éclairées, ainsi que les membres de notre commission, y compris notre distingué membre de l'opposition, Madame Jacobs, pour leurs questions pertinentes. Les membres de la sous-commission pourraient avoir d'autres questions à poser aux témoins. Nous vous demandons d'y répondre par écrit. Conformément au règlement de la commission, tous les membres disposent de 5 jours pour soumettre des déclarations, des questions et des documents complémentaires. Sous réserve des limitations de longueur et sans objection, la séance est levée.